Joshua M., chercheur de lumière. Chapitre 14. Le foyer. Bon, je t'explique. Si c'est comme de mon temps, on va t'attribuer un éducateur référent. C'est celui qui te défend. Tu dois absolument te le mettre dans la poche. S'il y a le moindre problème, je suis là. J'ai demandé à ce que tu puisses venir en week-end à la maison. Je viendrai te chercher quand le juge aura pris cette décision. C'est un foyer transitoire, en attendant de savoir l'endroit où ils te placeront. Alors fais gaffe. Il y a des foyers où il vaut mieux pas aller. Il y a une psy sur place. Parle-lui si ça va pas, et sinon je suis là. Gabriel m'emmène au foyer. C'est une maison d'observation pour enfants tout juste retirée. Nous passons les grilles. Un ancien manoir transformé en maison sécurisée, aseptisée et froide. Le directeur m'accueille. Nous montons les grands escaliers. On me montre ma chambre. Elle a 2 fenêtres étroites, comme 2 grandes meurtrières qui donnent sur des branchages feuillus du printemps. Les meubles sont en formica, un lit, un bureau, une armoire. Au-dessus de la porte, un signal lumineux en plastique vert marqué sortie, comme dans les hôpitaux. Gabriel me laisse là. Maintenant, c'est officiel. Tu es un adolescent. Elle me serre contre elle et s'en va en pleurant. L'éducatrice me présente les autres enfants. Ils sont 2 par chambre jusqu'à 13 ans. La salle télé, sans canapé, des chaises et des poufs sont dispersées. Toutes décorées de dessins d'enfants, comme j'en ai fait. Pas les dessins d'enfants normaux, on sent les psys. On me dit que je suis maintenant pupille de l'État, pas de la nation. Ça, c'est pour les enfants dont le père est mort héroïquement. Autrefois, on disait enfant de l'assistance. Quand tu es placé à l'assistance publique, ton nouveau tuteur légal, c'est le président de la République. Je pense, je m'en fous tellement. Le parc du foyer est assez grand. Il y a un terrain de basket, un bac à sable pour les jeunes. Ce sont les vacances de Pâques. Les enfants sont presque tous dans des camps de vacances ou chez leurs parents. Le silence est partout, sauf lorsqu'un enfant pleure, crie ou joue. Ce silence me déchire. Je suis dans une prison et c'est ma nouvelle maison. Je connais personne, tout est froid, haut de plafond, peu meublé, vide, réglé. Les repas ne sont pas bons. Les adultes sont payés pour nous garder, pas pour nous éduquer. La première nuit est sans fin. Je pense à des chansons, les yeux par la fenêtre. Je repense à mes choix, à maman, à papa, à Jérém et Sophia. Je m'en veux, je m'aime pas. J'ai très peur de tout ça. J'ai peur de m'habituer à ce vide, à ce froid. Qu'est-ce que j'ai fait de moi? Les jours passent. Petit à petit, je m'habitue, le foyer se remplit à nouveau. Il y a des ados. Je vais parfois, en week-end, deviens Gabriel et son mari et leurs enfants. Les éducateurs, les autres adolescents, le règlement. Je vois la psy régulièrement. Je vais parfois en week-end chez Gabriel et son mari. Je me mets à fumer avec les autres adolescents. Au foyer, je suis plus la tapette. Je suis même assez populaire. Je suis le plus beau, le plus grand. J'ai presque 15 ans. Je réponds aux éducateurs que je n'aime pas. Je suis insolent, très insolent. Je balance des « toi je t'aime pas, je te vois même pas. T'en as pas marre d'être toi? Et alors, t'es payé pour ça? Tu crois que plus tard je vais me souvenir de toi? Un vrai petit con. Je brave les outrages, forçant l'admiration et le respect des autres adolescents. Je mange très peu. Une fois, le médecin vient me voir pour me parler de l'importance de s'alimenter. Avec la psy,
On en parle. Je découvre que ce problème a commencé quand j'ai quitté Quimperlé pour vivre chez Pierre et maman. Elle m'explique que sans doute, je ne voulais rien coûter pour ne pas être abandonné. Cela ne change pas grand-chose. Je crois que si je mange pas, c'est pour me différencier. Les éducateurs me forcent à participer au repas. Et qu'est-ce que tu vas faire si je mange pas? Tu vas me priver de dîner? Content de moi. Papa et maman ont quitté la maison de Gouénard, ils ont pris un appartement pas très loin du foyer. Je vais parfois chez eux, en week-end, pour les voir. Ils n'ont pas très enjoué. Je dois redoubler ma 4e. Ça fait 2 ans de retard. Je suis vraiment pas fier. Je me dis, mais quel crevard. Fin de l'année scolaire. Le 29 juin, j'ai 15 ans. Mon premier cadeau d'anniversaire de l'assistance. Offert par Monsieur le Président. L'expression me vient de mon référent. Ça me dispense de remerciements. Je reçois une carte de mamie, comme chaque année. Rien de Nénan, rien de mes parents. Nous partons en camp d'été à Loctudie, près de la mer. Un soir, je fugue pour voir une fille, une américaine de 17 ans, à qui je dis que j'ai aussi 17 ans. Je fais du stop pour la retrouver à 18h à Quimper. Je passe la soirée à lui rouler des pelles dans un parc. Je perfectionne un peu mon anglais. Elle est vraiment jolie. Elle sent très bon. Elle me chevauche sur un banc, dans le soir, à Califourchon. Je bande à fond. Elle me casse beaucoup, elle s'occupe de tout. Elle sort mon sexe de mon pantalon, me suce à fond, revient sur moi, humide. Et sur ce banc, dans l'ombre du soir, me dit pucelle. Je jouis en elle. J'ai peine à le croire, je viens de vivre un truc normal. Normal pour un garçon de 17 ans. J'oublie même que je lui mens. Ce soir, j'ai 17 ans. Et j'ai fait l'amour avec une fille. Je me sens fier de ce rapport sexuel normal. Je rentre en stop, dans la nuit, au camp de Loctudie. Je marche beaucoup, la lune éclaire la route. Elle me rassure, je prie. 2 mecs d'une vingtaine d'années me prennent en stop. Ils me proposent un pétard, je refuse. Je n'ai jamais fumé. Ils vont au Calao, une boîte réputée pour être homo. L'un d'eux me demande si je veux les sucer. Je dis non, j'aime que les filles. Ils me laissent tranquille. Je finis la route, à pied. Le lendemain, le directeur passe m'engueuler. Je lui montre tout le peu d'effet que ça me fait. Ok Joshua, t'as gagné, plus d'argent de poche pour tout l'été. Oh là là, je viens de me suicider. Il s'en va excédé. L'été se poursuit. Retour au foyer. Sans argent. Je retourne voir le prêtre que m'avait fait rencontrer Gérard. Cette fois-ci, j'impose des règles. Il peut me caresser, m'embrasser, mais pas me pénétrer. Problème d'argent de poche réglé. À la rentrée, je suis 2 ans le plus âgé de ma classe, mais je m'intègre facilement. Les autres enfants m'aiment bien. Ils savent que je suis en foyer. Ils me demandent souvent de chanter. L'année se passe comme ça, sans grand tourment. Sans beaucoup voir papa et maman. Sans trop manger. Sans obéir jamais. Les vacances, dans les camps d'escalade, planche à voile, équitation. J'ai le droit de choisir une activité. Je vais à l'école de musique pour chanter. J'intègre la chorale. Je choisis mes vêtements. J'ai enfin tout ce qu'il me faut. Comme tous les enfants normaux. S'il faut de l'argent pour une sortie scolaire, je n'ai pas à m'inquiéter, ni à m'en vouloir, de demander, ou me sentir coupable de coûter. Le juge me place définitivement au foyer Massé, au printemps. Je ne change pas de collège, il est juste à côté. Globalement, les éducateurs sont plus sympas, sans doute parce que c'est un foyer de longue durée. Ils
peuvent s'investir davantage. C'est un château, lui aussi, avec un parc aussi, de nombreuses chambres, des grands couloirs, avec aux portes, comme dans les hôpitaux, des signaux lumineux de sortie. Je suis dans une grande chambre, seule. Dès mon arrivée à Massé, je raconte aux autres enfants que ma mère est américaine, psychiatre, qu'elle va bientôt venir me chercher. Ils me disent que j'ai de la chance. Quand les éducateurs leur disent que je mens, c'en est fini de ma popularité. Mais pas trop longtemps. Les ados trafiquent leur mobilette le soir, je les trouve sympas. Ils m'acceptent parmi eux. Je suis drôle quand je peux. On n'est pas méchants les uns avec les autres. Mais personne ne se lie d'amitié. L'éducatrice qui me touche le plus est Élise. La cinquantaine, elle a beaucoup voyagé. Elle me parle souvent de ses voyages, de ses croyances bouddhistes. Nous parlons beaucoup de tout, de Dieu. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime la faire rire. Maman est contente de me dire que j'ai trouvé une deuxième maman. Ça me fait mal. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Pourtant c'est vrai. J'aime quand Élise est là. C'est à elle que je confie ma peine, mon désarroi. Je comprends que maman ne fera jamais de démarche pour me récupérer. La douleur que je connais déjà prend réellement place en moi, toute la place, une douleur et une angoisse terrifiantes. Dans le ventre, tout autour de mon cœur, ça tire tellement, ça m'envoie profondément ailleurs, au plus loin de ma douleur. Voilà, je n'ai plus de cœur, juste de la douleur, de la terreur. Je comprends que je vais rester au foyer jusqu'à ma majorité. Je hurle en me roulant par terre. Élise ne sait pas quoi faire. Nous, les enfants du foyer, nous sommes à peu près égaux au niveau de nos traumatismes. Certains enfants ont été brûlés à la cigarette, d'autres battus, d'autres simplement abandonnés à leur sort. Il y a beaucoup d'enfants d'alcooliques. Bizarrement, personne ne parle d'abus. Pourtant, ils ont l'air bien au courant de la sexualité. Peu d'entre nous dorment bien. On nous donne parfois des comprimés. Nos passés similaires nous unissent très peu. Nous n'en parlons jamais. Si les éducateurs sont sympas, ils ont leur famille à eux. Nous ne sommes que leur travail. Leur passion pour l'éducation, l'aide aux enfants, a disparu depuis longtemps. La routine de ce boulot, difficile, est devenue le seul moyen pour eux de ne pas devenir fous. Je le sens. Nos douleurs les pèsent. Je comprends. Parfois, je leur parle de leur travail comme d'une mission dans laquelle ils peuvent apprendre autant des enfants que nous deux pour essayer de créer un lien. Au collège, j'aime vraiment le français. La prof est très sympa. Elle fait attention à moi. Elle me donne des bonnes notes en rédaction. Mes copains sont Bertrand, Steven et Nicolas. Ils sont très à la mode. Ils ont des rebooks, tout ça. Le foyer me fait voir un psy, le dentiste, un médecin. Je demande au médecin de faire un test du sida. Il me demande pourquoi. Je dis que je ne sais pas. Il me demande si j'ai eu des rapports sexuels. Je réponds que non. Il en informe les éducateurs. On me questionne. Je les embrouille. Je voulais faire mon intéressant. On m'envoie chez le psy encore plus souvent. Pour les enfants placés, il n'y a pas de secret médical. Je l'apprends. Le médecin répète tout. Le psy en fait autant. Je me sens trahi. Je leur fais les pires vacheries. Je demande à changer de médecin car je trouve que sa façon de vérifier si souvent et si longuement la descente de mes testicules m'indispose, ce qui est un peu vrai.
Pour le psy, je dis qu'il me rend triste. Que j'en sors toujours plus déprimé qu'en y rentrant. Alors on me change de soignant.